President Trump is threatening 100% tariffs if Canada follows through on a proposed trade deal with China. As reporter Edward Lawrence explains, leaders in Canada are now responding. Canadian Prime Minister Mark Carney says he's concerned about the U.S. as a partner, and he is not looking for a full trade agreement with China. The Canadian Prime Minister says that he settled some disputes over tariffs with China, angering President Donald Trump. The president concerned Canada is on the path towards a greater trade deal. Certains développements récents ont mis en évidence des changements subtils dans la logique d'interdépendance économique entre des pays historiquement alignés. Le 16 janvier 2026, une session à huis clos du Comité du commerce international du Sénat américain a été convoquée à titre extraordinaire. Le thème officiel à l'ordre du jour était la réponse normative aux récents écarts tarifaires dans les chaînes bilatérales. Mais ce qui y a été discuté dépassait la nature technique du titre. Des représentants de la Chambre de commerce, des délégués régionaux du ministère de l'Agriculture et des analystes du Bureau de la politique commerciale se sont présentés avec des rapports indiquant qu'un mouvement produisait déjà des effets mesurables. Le constat était objectif. Le Canada avait entamé un processus systématique de substitution des importations en provenance des États-Unis, non seulement dans les secteurs touchés par les tarifs douaniers, mais aussi dans des domaines auparavant considérés comme consolidés en termes d'interdépendance. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Parmi les documents débattus, un ensemble de cartes logistiques actualisées montrait le détournement des itinéraires d'approvisionnement, avec de nouveaux points d'entrée via l'Europe, et une augmentation inattendue du volume commercial avec les partenaires d'Asie du Sud-Est. Les données étaient accompagnées de notes diplomatiques envoyées par les consulats américains à Montréal, Calgary et Vancouver, soulignant un comportement des entreprises canadiennes qui ne pouvait plus être considéré comme une réaction ponctuelle. Le terme le plus récurrent dans les mémos internes était recalibrage stratégique, et sa signification commençait à se concrétiser dans les chiffres. Dans le secteur des machines agricoles, les contrats traditionnels avec des entreprises américaines avaient été suspendus ou redirigés vers des fournisseurs allemands et sud-coréens. Dans le secteur des aliments transformés, les chaînes canadiennes ont signalé une baisse pouvant atteindre 30% des importations de produits américains sur une période de 3 mois. Ce mouvement ne se limitait pas à la sphère commerciale. Parallèlement, les conseils municipaux de plus de 20 villes frontalières ont envoyé une lettre commune au Congrès américain faisant état des répercussions directes sur les économies locales. À Sault Ste. Marie, dans l'État du Michigan, les commerçants ont signalé la perte de clients réguliers du côté canadien, qui ont commencé à consommer principalement dans leur propre province. À Plattsburgh, dans l'État de New York, les hôtels et les restaurants ont indiqué une baisse de 27% des réservations liées aux touristes canadiens. À Buffalo, les chaînes de magasins ont constaté une baisse significative des ventes de produits auparavant recherchés par les acheteurs de l'Ontario. Ce que les maires indiquaient avec une grande prudence, c'était l'érosion progressive d'une économie de proximité construite au fil des décennies. La rupture était progressive. Au sein de la structure exécutive du gouvernement fédéral, le discours restait inchangé. Les porte-paroles de l'administration soulignaient que la politique tarifaire en vigueur s'inscrivait dans une stratégie légitime de repositionnement économique. Le discours public continuait de mettre l'accent sur les notions de résilience industrielle et d'autonomie stratégique. Mais des rapports internes du Conseil économique national faisaient déjà état de pression exercée par des secteurs auparavant alignés sur l'exécutif. Les associations de producteurs de soja, de maïs et de blé ont présenté des données indiquant un recul significatif des exportations vers le Canada, en particulier dans les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan. La National Association of Manufacturers a entamé une série de réunions avec les législateurs
afin de réévaluer la continuité des dispositifs tarifaires approuvés en 2025. Le point commun dans les diagnostics était clair. Les contre-mesures canadiennes avaient atteint un degré de planification supérieur à celui prévu. Pendant ce temps, le gouvernement canadien menait sa réponse avec une discrétion institutionnelle. Pas de déclarations conflictuelles, pas de campagnes externes. Mais en interne, le Parlement approuvait un ensemble de mesures incitatives pour la production locale et des lignes de financement pour le remplacement des fournisseurs étrangers. La Chambre de commerce de Toronto a lancé une plateforme donnant la priorité aux produits nationaux. De petites chaînes de supermarchés dans des villes comme Winnipeg et Regina ont commencé à étiqueter leurs rayons avec la mention « Produits canadiens certifiés ». En Ontario, une coopérative de meubles a fait état d'une augmentation de 38% de ses ventes après des campagnes locales visant à valoriser la consommation intérieure. Il ne s'agissait pas d'une mesure de rétorsion. Il s'agissait d'une réorientation délibérée, soutenue par des politiques publiques et un consensus politique inhabituel dans un contexte de crise. Le signe le plus évident de ce revirement est apparu lors d'une réunion du sous-comité des relations commerciales de la Chambre des communes canadiennes. Au cours de la session, retransmise en direct, l'un des membres a présenté des données sur l'augmentation des investissements dans les infrastructures portuaires de l'Atlantique Nord, reliant le pays à de nouveaux marchés européens. Dans son discours, il a réaffirmé que la stabilité économique du Canada ne pouvait dépendre du degré de prévisibilité politique de son principal partenaire commercial. Cette phrase a eu un écho limité dans la presse, mais elle a été reprise dans les rapports de renseignement économique du département d'État américain. L'évaluation était sans équivoque. Ce discours signalait non seulement un mécontentement vis-à-vis des droits de douane, mais aussi une réévaluation plus large de la relation stratégique avec les États-Unis. Ce changement institutionnel ne s'est pas produit dans un contexte isolé. Au cours des 2 dernières années, l'Amérique du Nord a connu des tensions commerciales cumulatives, avec des épisodes impliquant non seulement le Canada, mais aussi le Mexique et l'Union européenne. Mais dans le cas du Canada, les analystes du Peterson Institute for International Economics ont souligné que le facteur différentiel était la profondeur des mesures adoptées sans rupture diplomatique explicite. Au lieu d'affrontements frontaux, il y avait une reconfiguration administrative patiente, presque invisible aux yeux de l'opinion publique américaine, mais perceptible dans les statistiques fiscales et les flux de capitaux. Cette attitude posait des défis spécifiques à la diplomatie américaine, qui devait maintenir une image de contrôle, tout en faisant face à des pertes objectives sur des marchés clés. C'est dans ce type de réorganisation que le système institutionnel révèle ses limites opérationnelles. Le modèle tarifaire appliqué au cours des derniers cycles politiques a été conçu comme un instrument de négociation. Mais face à des partenaires qui optent pour un remplacement structurel plutôt que pour des concessions, la logique de la confrontation perd de son pouvoir de dissuasion. Il ne s'agit plus de savoir si les dommages sont réversibles, mais de comprendre si la relation commerciale dominante des États-Unis dans la région est discrètement remplacée par un nouvel ordre plus réparti. Ce type d'analyse n'est possible que lorsque l'on observe le tableau complet, au-delà des déclarations officielles. C'est pourquoi, si vous suivez la chaîne, vous savez que nous continuons à relier les signaux avant qu'ils ne fassent la une des journaux. À partir de là, l'attention des institutions s'est déplacée de l'analyse technique vers un effort plus large de contention stratégique. Le département d'État a commencé à envoyer des communiqués confidentiels aux ambassades en Amérique du Nord, avec des instructions spécifiques pour surveiller les accords commerciaux émergents impliquant le Canada. L'un des domaines d'attention était la reformulation des protocoles sanitaires et réglementaires qui fonctionnaient auparavant comme des barrières informelles à l'entrée de produits non américains sur le marché canadien.
La suppression progressive de ces barrières a permis à des pays comme l'Allemagne, la Corée du Sud et le Brésil d'occuper des niches autrefois exclusives aux États-Unis. Ce mouvement était légal, progressif et difficilement réversible. C'est dans ce contexte que les services juridiques liés à l'USTR, United States Trade Representative, ont entamé des consultations formelles afin d'évaluer si les nouvelles politiques canadiennes pouvaient, à certains égards, constituer des mesures restrictives déguisées. L'hypothèse était controversée. Pour certains conseillers, la décision souveraine d'un pays de réorganiser ses chaînes de production internes ne violait aucun traité en vigueur. Pour d'autres, il y aurait des failles à contester dans le cadre de l'USMCA, surtout si l'existence d'incitations étatiques ayant un impact direct sur les importations était prouvée. Mais même parmi ceux qui défendaient une approche plus dure, on était conscient qu'une nouvelle série de mesures punitives risquait d'aggraver encore la fragmentation économique déjà en cours. La tension juridique se transformait en impasse politique. Du côté canadien, le ministère des Affaires étrangères adoptait une stratégie de contention institutionnelle. Aucune autorité de haut rang ne commentait publiquement le réalignement commercial en cours. Le Premier ministre Trudeau continuait d'affirmer que le pays restait attaché aux termes de l'USMCA et à la stabilité régionale. Mais lors des sessions parlementaires, les députés de la base alliée défendaient clairement la création d'une politique commerciale plus diversifiée et résiliente. Des documents de planification interne, obtenus grâce à la loi sur l'accès à l'information, montraient que depuis le milieu de l'année 2025, un groupe interministériel dédié au remplacement progressif des dépendances critiques vis-à-vis des États-Unis avait déjà été créé. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, même face aux avertissements publics de Washington, la réponse institutionnelle canadienne a maintenu le cap. Les agences de développement ont commencé à donner la priorité aux projets avec des chaînes d'approvisionnement internes. La Banque de développement du Canada a revu ses critères d'octroi de crédit afin de favoriser les entreprises qui utilisaient des intrants nationaux ou d'origine non américaine. Les exportations de biens de consommation vers les pays asiatiques ont augmenté de plus de 12% au cours du dernier trimestre, selon les données de Statistique Canada. Les principaux journaux économiques ont commencé à couvrir ces avancées avec des titres récurrents, tandis que des centres de recherche tels que le C.D. Howe Institute publiaient des rapports indiquant un repositionnement du Canada en tant que plaque tournante indépendante pour les exportations en Amérique du Nord. Aux États-Unis, le débat s'intensifiait. Les gouverneurs des États du Nord, en particulier du Minnesota, du Michigan et de New York, ont commencé à faire pression sur les sénateurs pour obtenir des réponses plus pragmatiques. Certains ont proposé la création de commissions bilatérales d'urgence pour discuter des effets collatéraux de l'impasse tarifaire. D'autres ont suggéré que le Congrès envisage un moratoire partiel sur les mesures adoptées en 2025 jusqu'à ce qu'il soit possible de rééquilibrer la relation commerciale. Le point commun entre les dirigeants régionaux était la perception que le coût du conflit pesait sur les chaînes de production locales, sans générer les avantages promis dans le discours fédéral. La presse régionale amplifiait ce diagnostic avec des éditoriaux décrivant un vide opérationnel entre la Maison-Blanche et les impacts réels sur le territoire. Dans le même temps, le Mexique, partenaire trinational de l'accord USMCA, maintenait une position d'observation active. Bien qu'il n'ait pas mis en œuvre de représailles directes à la même échelle que le Canada, des signes de réorganisation étaient également perceptibles. Le ministère mexicain de l'économie a renforcé les négociations avec ses partenaires européens et asiatiques, accélérant la signature de protocoles d'accord pour la diversification des marchés. Certaines industries, comme celle des pièces automobiles, ont commencé à rediriger leurs contrats vers des pays hors de l'axe États-Unis-Mexique. Le gouvernement mexicain n'a pas officiellement déclaré son intention d'abandonner les accords existants, mais ses actions indiquaient une politique de sauvegarde progressive.
Pendant ce temps, à Washington, les conseillers économiques proches de l'exécutif étaient divisés entre deux stratégies: durcir le discours pour contenir les mouvements de rupture ou signaler une ouverture à des renégociations limitées tout en préservant le cœur de l'accord actuel. Le dilemme interne était aggravé par des données économiques qui montraient un ralentissement dans les secteurs traditionnellement exportateurs vers le Canada. L'industrie des machines lourdes dans le Midwest a enregistré une baisse de 9% de ses ventes à l'étranger par rapport à la même période de l'année précédente. Les coopératives agricoles du Wisconsin et de l'Iowa ont signalé une augmentation des stocks invendus. Selon certains analystes, le risque était que ces pressions se traduisent par une instabilité politique lors du prochain cycle électoral. Ces dynamiques institutionnelles montrent que les effets du conflit commercial ne se limitent pas au présent. Ils façonnent les orientations futures de la politique économique, de la diplomatie régionale et de la gouvernance fédérale elle-même. Lorsque des partenaires traditionnels commencent à redessiner leur structure de dépendance, l'équilibre historique des influences entre dans une phase de transition. Le système cesse de fonctionner autour d'un seul axe et de nouvelles géométries de pouvoir se forment sur la base de critères plus répartis et moins prévisibles. L'analyse de ces processus nécessite un suivi constant et une attention particulière à ce qui se passe en dehors des déclarations publiques. Si vous appréciez ce type d'interprétation, nous continuons ici, en reliant les signaux avant qu'ils ne se consolident en faits accomplis. Il n'y a pas encore de convergence analytique sur la signification à long terme du repositionnement adopté par le Canada. Pour certains experts, ce mouvement doit être compris comme une réaction ponctuelle à un contexte spécifique marqué par la concentration des mesures tarifaires adoptées par les États-Unis au cours des 2 dernières années. Selon cette interprétation, Ottawa ne serait pas en train de promouvoir un changement structurel, mais aurait recours à des instruments de pression temporaire pour renégocier les conditions au sein d'un système commercial considéré, pour l'essentiel, comme fonctionnel. En cas de révision ou d'assouplissement de ces tarifs, ce groupe estime que les flux commerciaux pourraient être rétablis sans qu'il soit nécessaire de reconfigurer les fondements de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. L'argument central repose sur l'interdépendance économique construite depuis plus d'un demi-siècle, considérée comme suffisamment solide pour absorber les chocs conjoncturels, même s'ils sont politiquement sensibles. En revanche, un autre groupe d'analystes interprète les décisions prises par Ottawa depuis le milieu de l'année 2025 comme le signe d'un changement stratégique. Pour ces observateurs, en intégrant les risques politiques liés à l'instabilité de la politique étrangère américaine, le gouvernement canadien a commencé à agir avec une plus grande anticipation. Il ne s'agirait pas seulement de répondre à des tarifs spécifiques, mais de réduire l'exposition structurelle à des cycles récurrents d'imprévisibilité commerciale. L'adoption de mesures incitatives à la production nationale, la réorientation des ressources publiques vers des infrastructures portuaires axées sur des marchés alternatifs et la formalisation de politiques de diversification logistique sont considérés comme les signes d'une stratégie guidée par des critères de sécurité économique. Dans cette optique, le Canada serait en train d'ajuster sa position à un environnement international perçu comme plus fragmenté et multipolaire. Le débat s'étend également à la dimension institutionnelle. La consolidation d'accords commerciaux parallèles, dans lesquels les États-Unis ne jouent plus un rôle central, pourrait modifier le rôle de l'économie américaine en tant qu'axe régional. Les experts en droit commercial international soulignent que les traités en vigueur n'imposent aucune restriction à la recherche de nouveaux partenariats, à condition que les engagements minimaux existants soient respectés. Néanmoins, l'utilisation récurrente de cette prérogative par un allié historique comme le Canada soulève des questions sur la résilience du modèle institutionnel actuel.
La question est de savoir si l'accord États-Unis-Mexique-Canada continuera à servir de référence prédominante ou s'il deviendra simplement l'une des nombreuses plateformes possibles de coordination économique en Amérique du Nord. Au sein même des États-Unis, les interprétations sont également partagées. Les secteurs politiques et commerciaux affirment que le repositionnement canadien doit être considéré comme un avertissement légitime sur les effets indirects de la politique tarifaire actuelle. Pour ces groupes, la réponse la plus efficace ne serait pas d'intensifier la confrontation, mais de revoir les tarifs à la lumière de leurs impacts sur les chaînes de production nationales intégrées au marché canadien. En janvier, la Fédération nationale de l'industrie a publié une note technique préconisant la suspension temporaire des tarifs douaniers dans les segments touchés par la baisse de la demande canadienne. À l'opposé, les secteurs favorables à une politique plus protectionniste soutiennent que tout signe de recul peut être interprété comme une faiblesse stratégique, renforçant ainsi l'idée que les actions unilatérales n'entraînent pas de coûts significatifs. Ces positions antagonistes rendent les divisions internes plus évidentes. Les législateurs des États dont l'économie est plus ouverte et fortement dépendante des exportations font pression pour obtenir des négociations et une plus grande prévisibilité. D'autres représentants, liés à des secteurs protégés, continuent de soutenir les mesures actuelles. Il en résulte un blocage persistant dans la prise de décision. Le pouvoir exécutif évite de signaler des changements, afin de ne pas compromettre son discours de fermeté, tandis qu'une partie du pouvoir législatif cherche des alternatives pour atténuer les impacts domestiques les plus sévères du conflit. Cette impasse crée un vide institutionnel dans lequel aucune instance n'assume clairement la responsabilité d'un changement stratégique, même face à l'affaiblissement progressif des indicateurs commerciaux. Au Canada, le débat interne reste tout aussi fragmenté. Bien que le gouvernement de Justin Trudeau ait consolidé le soutien parlementaire aux principales initiatives de réorganisation économique, des inquiétudes persistent quant au risque d'un éloignement trop rapide. Certains parlementaires avertissent que le remplacement accéléré des fournisseurs américains par des partenaires plus éloignés pourrait augmenter les coûts logistiques et compromettre les chaînes critiques, en particulier dans les secteurs hospitaliers et énergétiques. Des doutes subsistent également quant à la viabilité de certains accords émergents, en particulier ceux conclus avec des pays dont les normes réglementaires divergent considérablement de celles du Canada. Le gouvernement a répondu par des études techniques et des projections d'impact, mais le débat reste ouvert. Sur le plan diplomatique, cet épisode met en évidence les limites des mécanismes formels de règlement des différends entre alliés. L'accord États-Unis-Mexique-Canada prévoit des panels d'arbitrage et des commissions spécialisées pour traiter les différends commerciaux, mais aucune des parties n'a encore officiellement fait appel à ces instruments. Pour certains analystes, cette absence indique une stratégie délibérée de contention. Pour d'autres, elle suggère que le conflit actuel dépasse les limites opérationnelles des dispositifs prévus par le traité. Dans l'intervalle, les initiatives bilatérales parallèles se multiplient, notamment les accords conclus entre les États américains et les provinces canadiennes sans l'aval du gouvernement fédéral. Bien que juridiquement valables, ces accords témoignent d'une fragmentation progressive de la gouvernance institutionnelle du commerce régional. Les chercheurs associés au Centre for International Governance Innovation décrivent la situation actuelle comme une phase de transition progressive, sans annonce officielle de rupture ni événement soudain, mais marquée par des mouvements continus qui indiquent une décentralisation des interdépendances traditionnelles. Le concept de souveraineté fonctionnelle a été utilisé pour caractériser ce processus dans lequel les pays alliés élargissent leur autonomie opérationnelle dans des domaines stratégiques tout en préservant leurs liens diplomatiques formels. Dans ce contexte, le Canada ne rompra pas son partenariat avec les États-Unis, mais en redéfinira les termes à partir de priorités nationales réévaluées. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur les conséquences à long terme de cette reconfiguration. Certaines projections indiquent
que même avec le maintien partiel des tarifs douaniers, le commerce bilatéral pourrait se rétablir sur des bases différentes, plus réparties et moins concentrées. D'autres suggèrent une période prolongée de prudence stratégique, au cours de laquelle les deux pays chercheront à réduire leur vulnérabilité sans abandonner complètement les structures communes. Le scénario reste ouvert. Son évolution dépendra de décisions encore en suspens, tant sur le plan politique qu'institutionnel. Pour ceux qui suivent l'économie américaine dans sa dimension structurelle, il est essentiel d'observer comment ces mouvements s'inscrivent dans des thèmes plus larges, tels que l'énergie, la sécurité alimentaire, la diplomatie régionale et la réindustrialisation. Il s'agit d'une lecture qui exige de la continuité, une attention aux signaux progressifs et une volonté de voir au-delà des cycles immédiats, en particulier lorsque les transformations sont encore en cours.